la France est le seul pays d'Europe où tous les élus vivent de l'argent public. Ça veut dire qu'on est dirigé exclusivement par des fonctionnaires. Ceci pouvant expliquer cela. Thierry Gobet, historien et économiste, qualifiait la France de pays marxiste, où la culture marxiste est imprégnée et l'esprit du communisme est caché. Bonjour, Monsieur Thierry Gobet. Bonjour, Madame Ying. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'accueillir. Je suis ravi de pouvoir m'exprimer parmi vous. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Alors, je suis historien économiste, administrateur de société. J'ai écrit 2 ouvrages de géopolitique. Le premier, c'est France, les véritables enjeux, sortir du système et renouer avec la puissance, qui est paru aux éditions Picolec en 2013 et qui m'a valu d'être en première sélection du prix de l'excellence économique. Et le deuxième, c'est Allemagne, les véritables enjeux, nouvelle puissance, nouvelle responsabilité, sorti aux éditions Éric Bonnier en 2017. Ok. Alors, vous avez qualifié la France vraie gauche, fausse droite, et un pays marxiste. Et pourquoi? Alors, parce que les mesures qui sont prises par la gauche sont conservées par la droite et même augmentées. Les impôts, par exemple, tout ce qui est impôts confiscatoires et comme l'ISF, enfin toutes les augmentations des impôts et des charges n'ont jamais été abaissées par la droite quand elle revient au pouvoir. Non seulement elle les a conservées, voire augmentées. Donc on ne voit pas de différence entre la gauche et la droite. Et il faut d'ailleurs rappeler que les hommes politiques sortent tous quasiment de l'ENA, ils sortent de la même école, ils sortent du même moule, qui est une école d'administration. Et la France, comme le disait l'économiste Christian Saint-Etienne, la France est le seul pays d'Europe où tous les élus vivent de l'argent public. Ça veut dire qu'on est dirigé exclusivement par des fonctionnaires. Ceci pouvant expliquer cela. Alors un exemple, M. Fillon, qui était le candidat de la droite contre M. Macron, a augmenté plusieurs fois la CSG, qui est une taxe mise par la gauche. Voilà. Alors pourquoi communiste? Pourquoi communiste? Parce que l'on considère que au-delà de 40, les grands économistes, si vous voulez, les plus grands économistes de la planète, considèrent qu'au-delà de 40% de prélèvements obligatoires, on est dans un système collectiviste. Or, la France était à 35% de prélèvements obligatoires à la mort du président Pompidou en 1973. Elle est aujourd'hui à 47,4%, record du monde. C'est-à-dire que la France est le pays où on paye le plus d'impôts et de charges, c'est ce qu'on appelle confiscatoire. Voilà. Alors que l'Allemagne est à 12 points de moins. L'Allemagne est à 35% de prélèvements obligatoires. Les États-Unis, je crois, autour de 32. Nous, on est à 47. Donc, au-dessus de 40, on est bien dans un socialisme marxiste, c'est-à-dire la prééminence de l'État sur la société privée et un coût de l'État prohibitif, puisqu'on a 2 fois plus de fonctionnaires par rapport à la population qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, et 3 fois plus qu'au Japon. D'accord. Notre sujet aujourd'hui est le marxisme et la culture de suppression. Donc tout à l'heure, vous avez dit il y a une infiltration importante du communisme dans la haute société française. Je dis la majorité de nos élus sortent de la fonction publique, donc la fonctionnarisation, si vous voulez, de la politique et l'excès d'imposition de la société civile. La société civile n'est pas représentée dans les instances gouvernementales et elle est plus taxée que dans les autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, les républicains régulièrement, que ce fut Ronald Reagan en son temps dans les années 80, même en 80 d'ailleurs, 80-88, et Donald Trump récemment, c'est l'abaissement des impôts, l'affaiblissement du poids de la société publique sur la société civile pour libérer l'entreprise qui crée la richesse et l'emploi. Et c'est ce que Donald Trump a fait en créant 7 millions d'emplois en 4 ans. Alors, sur le plan idéologique, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, alors la Chine reste quand même un pays communiste qui, avec Deng Xiaoping,
c'est ouvert au commerce international et à la société de marché, ce qui a fait faire un bond prodigieux à la Chine par rapport à ce qu'elle était sous Mao Tse-tung. Donc, après l'effondrement de l'Union soviétique, la disparition du mur, l'URSS qui était complètement essoufflé et ruiné, le communisme aurait dû être mort, mais en fait, l'esprit communisme a été conservé. C'est ça qui est très important, c'est ce qu'on appelle le crypto-communisme. Cryptos, en grec, ça veut dire caché. C'est-à-dire que nos socialistes se disent plus communistes, ils disent le communisme est mort, mais en fait, ils font du socialo-communisme et ils restent avec donc la prééminence de l'État, de la fonction publique, de ces apparatchiks, si vous voulez, qui sont au-dessus des règles de la société privée. Et ils citent toujours Marx. On cite Marx régulièrement. Donc il y a une culture marxiste qui est très imprégnée en France. Et les Américains disent la France est le dernier pays communiste au monde avec la Corée du Nord. Et quand Ronald Reagan a rencontré le président Mitterrand au début des années 80, il lui a reproché d'avoir ramené les communistes au pouvoir. C'est-à-dire que non seulement on a des socialistes qui se disent socialistes d'inspiration communiste, mais François Mitterrand en 80 a ramené 7 communistes au pouvoir, ce qui est en plus une opposition totale à l'esprit démocrate, puisqu'on dit on est en démocratie. Le communiste n'est pas démocrate et il est antidémocrate. Donc Ronald Reagan s'est permis courtoisement de reprocher, il a marqué son étonnement que dans une démocratie moderne, on rappelle 7 ministres communistes. Et d'ailleurs, le président Giscard d'Estaing, qui a perdu donc les élections face à Mitterrand, a dit cette phrase historique: Monsieur Mitterrand, vous êtes un homme du passé. Dans nos médias grands publics, on parle souvent des sujets comme l'égalité, la justice sociale et la protection sociale. Ça a l'air très bien. Est-ce que c'est vraiment bien? Non, non, pas du tout, puisque j'ai donné un exemple concret. Si vous voulez. Alors, ça permet de masquer, si vous voulez, la dette française qui est très importante. La dette publique française, les gens ne se rendent pas compte, ils ne comprennent pas tellement ce que c'est la dette. Ils disent la dette, bon, c'est l'État, c'est la Banque de France, c'est les institutions, c'est au-dessus de nous, c'est des gens censés nous protéger. Mais la dette, c'est chacun de nous. La dette, c'est nous, ce sont nos enfants. Ça pèse sur nos enfants, ça pèse sur les investissements, ça pèse sur l'emploi, même l'investissement de l'État, puisque le premier dépense de l'État, ce sont les intérêts de la dette. Je précise, les intérêts, c'est-à-dire que la dette n'est pas remboursée. Le capital de la dette n'est pas remboursé, ce sont les intérêts de la dette. Donc, quand l'État prélève, ça correspond à peu près à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que tout l'impôt revenu qui est payé en France part dans les intérêts seuls de la dette. Donc, cet argent n'est pas utilisé pour les investissements. Tout ce qui est l'investissement, la modernisation des infrastructures, et pèse donc sur la fiscalité des gens et sur les investisseurs privés, c'est-à-dire les entreprises. Les entreprises payent des impôts très importants, puisque j'ai dit qu'on est à 47,4%, l'Allemagne est à 35%. Donc ces 12% qui vont dans les caisses de l'État ne vont pas dans l'investissement des entreprises, et donc les entreprises ne peuvent pas embaucher, ce qui explique que chez les jeunes, par exemple, ce qui est intéressant quand on voit les faits, c'est de voir les conséquences. Il faut d'abord comprendre les faits et surtout les conséquences. Le chômage des jeunes, par exemple, c'est important, c'est les jeunes, c'est l'avenir. Bon, le chômage des jeunes en France est 3 fois supérieur à ce qu'il est en Allemagne. Bon, donc vous voyez le lien direct. Alors, pour parer à ça, on dit, mais la France, vous êtes protégés, c'est bon, c'est faux, parce que d'abord, on est protégé en fait avec notre argent, et on sait qu'il y a une immigration énorme, puisque c'est la première immigration en Europe, avec au moins 15 millions d'immigrés, donc les logements sociaux, la protection sociale, avec un chômage très important. On a un chômage qui est à 10%, donc il faut payer les chômeurs, il faut payer les immigrés qui n'ont pas, par exemple, trouvé de travail, puisqu'il y a déjà du chômage. Bon. Donc on dit aux gens, vous êtes les mieux protégés, ce qui est faux, c'est complètement faux d'ailleurs, puisque déjà le niveau de vie est inférieur. Le niveau de vie en France est 12,5% inférieur à celui du niveau de vie en Allemagne.
la meilleure protection sociale, la meilleure justice sociale, comme disait un ambassadeur des États-Unis des démocrates, qui s'appelle Félix Rohatyn. Notre meilleure protection sociale, c'est un taux de chômage à 4%. Et nous, on est à 10%. Donc c'est de l'esbrouf, c'est de la propagande mensongère. Mensongère à deux titres. D'abord parce qu'on n'est pas mieux protégé, c'est la première chose. Et la deuxième, parce qu'il en coûte terriblement sur le plan des emplois pour les jeunes et les anciens. Et je vais vous donner un exemple précis. Je viens d'apprendre ça, c'est passé dans les médias, ce qui prouve que les médias ne sont pas totalement fermés, puisqu'on a réussi à apprendre ça. Il y a un monsieur de 85 ans, qui voulait vendre sa maison pour rejoindre sa femme dans une maison de gens très âgés. Elle était dans une maison de retraite, c'est ça, de gens âgés, ça coûte assez cher. Sa femme y est, donc il voulait vendre sa maison. Bon, il part acheter du pain, il rentre chez lui, la maison est squattée, elle est occupée. Bon, donc il a dû s'adresser à un juge. Bon, déjà, quand votre maison est occupée, normalement, dans un pays qui respecte la propriété, puisqu'on parle toujours des droits de l'homme, dans les 17 droits de l'homme, il y a le droit de propriété. Ce monsieur est propriétaire de sa maison, il a épargné, il a travaillé pour acquérir sa maison, il rentre chez lui, la maison est occupée. Bon, alors normalement, dans un pays normal, la gendarmerie devrait déloger les gens, elle est là pour protéger. Non, il faut s'adresser au juge. Donc vous imaginez les démarches pour attendre le jugement. Et le juge a déclaré que comme c'était l'hiver, les gens pouvaient rester dans la maison en plus jusqu'au 1er juin. Donc ce malheureux homme, qu'est-ce qu'il devient? Donc je n'accepte pas le fait de dire qu'on est dans un pays protégé de justice et de social. Vous avez un exemple, et d'exemples comme ça, il y en a des tas et des tas. C'est une hypocrisie. Alors les gens s'en rendent compte, mais actuellement en France, il n'y a aucune opposition réelle. C'est-à-dire, quels que soient les candidats, ils sont issus du même moule, ils obéissent à des consignes qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'Europe. Il faut savoir que le droit européen prime le droit des nations. Donc la France n'est plus un pays souverain. Sa politique étrangère dépend de l'OTAN. C'est le traité de Maastricht. Sa monnaie dépend de Francfort. Donc ce sont des gens qui sont soumis à des injonctions extérieures. De plus, le pays est très fortement endetté, donc il dépend aussi des investisseurs. Et le grand problème de la France, un des grands problèmes, il n'y a pas d'opposition actuellement. Il n'y a pas d'opposition. Le mouvement Black Lives Matter, en français, la vie des Noirs compte. Ce mouvement est proposé pour le prix Nobel de la paix. Or que ce mouvement est connu pour sa violence. Si on dit la vie des Blancs compte, est-ce qu'on sera qualifié de raciste? Oui, alors ça c'est un vaste sujet, on est dans une hypocrisie absolument effroyable. L'attaque du blanc traditionnel, de la culture chrétienne, je ne dis pas de la religion, il y a une base religieuse, mais de la culture chrétienne, c'est un grand mouvement qui relève du mondialisme et non pas de la mondialisation. Il faut l'attaque de tout ce que... C'est un mouvement très vaste qui concerne l'attaque de tout ce qui a été fait par la civilisation occidentale. Alors, puisque vous parlez des Noirs, c'est très intéressant. On reproche, par exemple, aux Européens l'esclavage. On peut le reprocher aux Américains, puisque les Américains ont rétabli l'esclavage, le commerce d'esclaves, si vous voulez, quand ils ont fondé leur pays, ils ont fait venir des esclaves noirs. Mais l'Église chrétienne a supprimé l'esclavage au 5e siècle. Il faut savoir que l'esclavage était présent dans toutes les sociétés. J'ai des amis noirs qui sent souvent les Noirs se complexent parce que les derniers esclaves étaient des Noirs. Bon. Mais nous, on descend d'esclaves aussi. Je le dis toujours, les Romains, les Grecs, les Gaulois, les gens qui étaient... Il y avait des commerces, il y avait des marchands d'esclaves. Ça nous paraît extraordinaire aujourd'hui. On pouvait acheter et vendre des gens à Rome. Cette grande civilisation romaine, très, très dure d'ailleurs, très dure, avec beaucoup de sauvagerie, les jeux du cirque, etc. La Grèce est beaucoup plus douce. En Grèce, il y avait des esclaves et c'était la règle. C'est-à-dire que les vaincus étaient esclaves. On se souvient de l'Iliade d'Homère, où les princesses troyennes deviennent les esclaves. Ça a toujours existé dans toutes les civilisations.
Et c'est l'Église chrétienne au 5e siècle qui, la première fois dans toute l'histoire du monde, a supprimé l'esclavage. Alors, au lieu d'apprendre ça, on nous explique que les Blancs ont pratiqué l'esclavage. C'est absolument faux. À la Renaissance, avant que les pays d'Afrique soient colonisés, c'est-à-dire qu'avant qu'ils soient sous pouvoir occidental, il y a des marchands, dont certains juifs d'ailleurs, puisque les juifs traditionnellement font beaucoup de commerce. Alors, juifs en Europe et arabes en Afrique, c'était les Arabes qui faisaient le commerce d'esclaves. C'est dans les livres d'histoire, avant que les livres soient réécrits. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ces mouvements n'ont pas de raison d'être. Et c'est un mouvement d'intoxication, c'est un mouvement de propagande pour déstabiliser l'Europe. L'Europe qui a été le centre du monde jusqu'à la guerre de 14, et l'Europe et les nations européennes doivent disparaître. C'est pas un complot, c'est une vue mondialiste qui a été affirmée par des très hautes personnalités américaines, notamment des financiers, depuis déjà avant la guerre de 40, mais surtout tout de suite après la guerre de 40. Voilà, donc on détruit, et pour détruire une nation, il faut déjà détruire sa mémoire et détruire sa fierté. Ça, c'est ce que disait Sun Tzu, le chinois Sun Tzu. Je suis très fier d'ailleurs de vous le citer, chère Madame Yves. Voilà, je pourrais avoir répondu à peu près dans l'ensemble à votre question. La devise de France est liberté, égalité et fraternité. Quelle est la vraie valeur de l'égalité? Bon, alors la liberté est un mot. Alors, je citais Balzac, un des plus grands écrivains français, qui dit la liberté jetée au peuple comme un mot de révolte. Alors, la liberté, c'est un très beau, mais c'est un très joli mot, mais c'est assez poétique et assez onirique, si vous voulez. Mais en fait, la liberté n'existe pas. Pour moi, la liberté n'existe pas. La liberté face à l'oppression. Mais vous n'êtes pas libre de ne pas devoir la fidélité, les devoirs à vos parents, de vous occuper de vos enfants, de respecter vos proches et de défendre votre pays. Donc vous voyez, le mot liberté peut être très vite un mot devenu subversif. Alors il y a un Italien, Mussolini, c'est horrible, c'est affreux de citer Mussolini, mais c'est quand même lui qui l'a dit. Il a dit la liberté n'existe pas et n'a jamais existé, il n'existe que des libertés. Voilà. Alors il faut savoir que liberté, égalité et fraternité, c'était la formule de la maçonnerie. La franc-maçonnerie, créée en 1714 en Angleterre, qui était à l'origine de la Révolution. Alors donc liberté, j'ai des réserves, et j'ai une très belle phrase de Montesquieu, l'esprit des lois, 18e, un des plus grands penseurs français, qui a dit la liberté, c'est de faire tout ce que permet la loi. Voilà, il n'y a pas de liberté sans loi, on vit en société, on n'est pas dans la jungle. Voilà, et même dans la jungle d'ailleurs, les animaux défendent leur territoire, défendent leur famille, il y a des règles, il y a toujours des règles. Voilà. Donc le mot de liberté, il faut se méfier du mot liberté, on l'a vu, chaque fois qu'il y a des révoltes civiles, on casse tout, on brûle tout, on fait n'importe quoi. Voilà, ce que j'ai dit. Alors l'égalité, c'est pareil. À l'origine, l'égalité devant Dieu, quelles que soient les croyances, c'est-à-dire que Dieu doit nous aimer pareillement. Ensuite, l'égalité dans la période contemporaine, c'est l'égalité devant la loi. Je reprends Montesquieu, si vous voulez, les principes positifs, si vous voulez, d'avant la Révolution, qui ont dégénéré, comme chacun sait, par une tuerie et une boucherie, et qui a enflammé d'ailleurs l'Europe, avant d'enflammer la France. Donc l'égalité, c'est l'égalité devant la loi. Alors je suis pour l'égalité devant la loi, mais malheureusement, elle n'existe pas, puisque les gens très puissants sont beaucoup moins pénalisés, qui ont certaines relations, les hommes politiques qui ont des affaires, qui devraient d'ailleurs être plus pénalisés que les petites gens, parce qu'ils doivent être un exemple de moralité et de mérite. Eh bien, on a vu des grandes affaires et des gens qui ne sont pas condamnés et qui se représentent. Donc, il n'y a pas de véritable égalité. Et puis, sur le plan économique, sur le plan social, il n'y a pas d'égalité entre les employés du secteur privé et du secteur public. Si vous voulez, un secteur public, on n'est pas mis à la porte, alors que dans le secteur privé, on peut être licencié.
et les taux de retraite ne sont pas les mêmes. Donc vous voyez, l'égalité est bafouée. Liberté, égalité, fraternité. Bon, bref, fraternité, c'est un très beau mot, oui, oui, c'est ça, on est très frères. Mais comme je penserais, c'est un très beau mot, bien sûr, c'est un très beau mot, mais malheureusement, la France est le pays de la guerre civile, et depuis des siècles et des siècles, et le Christ disait, tout royaume divisé, toute famille divisée périra. Et la France est divisée, elle est constamment en guerre civile, et la guerre civile, comme disait un très grand historien, la guerre civile permet l'entrée de l'étranger. Et ça favorise d'ailleurs l'implantation des mouvements étrangers, du contrôle des étrangers. Donc en fait, il n'y a pas de fraternité, c'est malheureusement un vain mot. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Justement, vous avez dit que la société est divisée. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Les supporters de Trump ont été rejetés par la société, rejetés par leur famille, et certains ont été menacés, certains ont perdu leur travail, juste en raison de leur opinion politique. Ça s'appelle la culture de suppression, cancel culture. D'après vous, d'où vient cette culture de suppression et quelle est sa racine? Alors, ça a été pour moi un grand choc de voir ce qui s'est passé aux États-Unis, parce que on parle tout à l'heure, on parlait de liberté. Alors là, on va employer le mot démocratie. Le mot démocratie, à la base de la démocratie, il y a un mot de Voltaire, un des plus grands penseurs justement au XVIIIe siècle, à l'origine de la Révolution, mais qui aurait été horrifié s'il avait vu comment a dégénéré la Révolution. Il était pour justement le droit de la personne humaine face à une certaine oppression, qui n'était pas le cas d'ailleurs au XVIIIe siècle d'ailleurs. Et donc Voltaire a dit cette phrase célèbre: Monsieur, je ne suis pas de votre avis, mais je me battrai pour que vous puissiez l'énoncer. Bon, or Trump représente a eu 74 millions d'électeurs. Donc j'ai lu, donc c'est quasiment, c'est la moitié de la population, sans parler des fraudes. Bon, on va oublier les fraudes, mais donc il y a la moitié des Américains qui ont voté pour Trump. Donc on veut nous expliquer que la moitié des Américains sont dehors la loi. Alors ça, c'est ce qu'on pouvait voir en France avec Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire que vous aviez, je parle de Jean-Marie Le Pen, je ne parle pas de sa fille. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, le parti a représenté jusqu'à 17% des voix, et il avait, je crois, 2 députés sur 400 députés. Donc c'est une démocratie bafouée, si vous voulez. Alors là, aux États-Unis, il se passe la même chose, mais là, c'est plus avec 17% des voix, c'est avec 48 ou 49% des voix. Donc c'est vraiment la dictature, c'est une dictature du système, c'est-à-dire qu'on instaure un suffrage universel, donc c'est tout ce qu'il y a de plus démocratique, et quand les gens ne votent pas du bon côté, on les taxe de populistes. Voilà, ça vient de sortir populiste. Donc les gens qui ont voté Trump populiste, ça veut dire qu'il y a la moitié des Américains qu'on ne reconnaît pas. Or, M. Trump, il est opposé au système, et ce système, c'est lui qui est un système dictatorial, qui a des ambitions mondialistes qui sont représentées justement par les grands médias auxquels ils appartiennent et par les banques dont le premier ennemi c'est la nation. Et M. Trump, en plus, a connu des succès socio-économiques et en plus de ça, extraordinaires. C'est ça qui est fabuleux. C'est que les 4 ans de Trump, c'est la seule présidence depuis la Deuxième Guerre mondiale où il n'y a eu aucune guerre. Il a créé 7 millions d'emplois. La croissance chez les Noirs, vous parliez des Noirs tout à l'heure, n'a jamais été aussi importante que sous Trump. Donc il a eu des réussites extraordinaires, mais qui dérangeaient des féodalités financières, oui, financières, il faut le dire, financières, voire idéologiques. Et c'est ahurissant qu'un pays qui représentait, depuis avant la Révolution, puisque la naissance des États-Unis d'Amérique, la République moderne des États-Unis d'Amérique, a servi d'exemple ensuite en Europe, et dans ce pays où il n'y a que 2 partis, et où il n'y a pas d'opposition violente entre les dirigeants des deux partis, on a vu justement cet antidémocratisme qui est très choquant,
pour les puristes, si vous voulez. Et on a attaqué Trump, par exemple, pendant toutes les années en disant qu'il avait été financé par la Russie. Il y a eu une enquête qui a été faite, il n'a pas été financé par la Russie. Donc les gens qui l'ont accusé d'eux auraient dû être attaqués à leur tour, ce qui n'a pas été fait. Or, je rappelle que le président Clinton, qui lui était démocrate, lui a été financé par la Chine communiste. Ça n'a jamais posé de problème. Donc c'est toujours pareil, il faut être du bon côté. Vous voyez, si vous êtes pro-communiste, pro-mondialiste, pro-ceci, pro-immigration, vous pouvez tuer, c'est pas grave. Par contre, de l'autre côté, il y a vraiment deux poids et mesures. Donc ce qui est assez décevant et ce qui est difficile à expliquer aux jeunes, on sait que le monde n'est pas parfait, mais il y a une espèce de, j'allais dire, de pourriture au plus haut niveau. Là, je donne un exemple. Le nouveau président, c'est très difficile de critiquer un président parce que la fonction est noble. J'aime pas. Bon, mais M. Biden, à l'époque de la guerre d'Irak, a été responsable au Sénat des Affaires étrangères au moment de la guerre du Golfe. Donc, on sait aujourd'hui, parce que c'est une déclaration officielle, qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et les Américains le savaient. D'ailleurs, Wolfowitz, qui était numéro 2 au département d'État, a déclaré au moment des élections d'Obama, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, nous le savions. Donc vous voyez, ces gens qui sont au plus haut se permettent de faire des mensonges officiels. La guerre d'Irak, c'est 2,2 millions de morts, dont plus de 500 000 enfants de moins de 5 ans. Hein, donc c'est très dur d'expliquer ça aux jeunes, tous les mensonges, toutes les félonies, derrière des apparences de noblesse. Voilà. En fait, la culture de suppression ressemble beaucoup à la révolution culturelle chinoise. Tout à fait. Ah, c'était une très bonne image. Oui, bravo, c'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait ça. Tout à fait, tout à fait. Oui, absolument. Exactement ça. Et les hommes restent les mêmes. Et ce qui est important, c'est ce que disait Aristote, ce qui est important, c'est pas le régime, que ce soit un royaume, une république, etc. Ce qui est important, c'est la valeur des hommes, l'esprit des hommes. Oui, tout à fait. Voilà, absolument. C'est vrai. Et les gens s'attaquent eux-mêmes. Les gens s'attaquent eux-mêmes. Vous avez raison, de très belle image. En fait, le communisme divise les gens en classes et place les droits de certains au-dessus des autres. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure avec les fonctionnaires qui ont des avantages que n'ont pas les gens de la société civile et les gens du service public, puisque les systèmes de retraite et de prélèvement ne sont pas les mêmes. Et ça fait 30 ans qu'on parle de le faire et puis on ne le fait pas parce que les gens de la fonction publique, c'est ce qu'on appelle le clientélisme. Les gens de la fonction publique ont tendance à voter à gauche puisque c'est la gauche qui défend ses intérêts. Si vous voulez, c'est un crypto-communisme, ça veut dire qu'on reste dans le principe du communisme mais qui ne dit pas son nom. Et les principes sont les mêmes. Est-ce qu'en France, on a aussi cette tendance de la culture de suppression? Totalement, bien sûr, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Front National. Le Front National est exclu et on considère que ces 17% de gens sont des attardés, des gens malheureux, c'est tout juste, ils ne doivent pas aller voir des psys. Vous voyez, ça rappelle l'univers concentrationnaire communiste. Les gens qui ne sont pas dans le système, on les met dans des asiles d'aliénés. Donc ce sont des populistes avec tout le mépris que mérite ce mot. Alors là, le problème aux États-Unis, c'est plus 17%, c'est 48% de la population. Je veux dire, on est dans un délire total. Le 2 décembre 2020, la France a publié 3 décrets qui a donné la possibilité de ficher les gens selon leur opinion politique et leur religion. C'est la première fois en France. Écoutez, vous me l'apprenez, mais c'est bien malheureux. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est bien malheureux. Et, alors, vous voyez, sur le plan de la religion, on parle d'égalité. Il n'y a pas d'égalité parce que les islamistes qui ont créé, je ne parle pas des musulmans dans l'ensemble, je parle des islamistes. Bon, les islamistes qui ont commis des attentats, les fichiers S, par exemple, dangereux, sont en liberté. Bon, donc je vais pas mettre sur le même plan des islamistes fichiers S avec des chrétiens qui n'ont jamais tué personne. Vous voyez, donc voilà, donc
on est, si vous voulez, dans une période d'implosion d'une civilisation. Et ce qui constitue une civilisation, ce sont certains postulats, certains principes sur lesquels une communauté vit ensemble, se reconnaît à des croyances, des valeurs et des droits pour lesquels elle se bat. Il y a une espèce d'implosion, une volonté de destruction des nations, où on attaque tous les composants, si vous voulez, de cette société. Et ce que vous vis en France depuis très longtemps, et bien malheureusement, ça se passe également aux États-Unis. Voilà. Mm-hmm. Et ceci ouvre la porte justement aux invasions étrangères. Alors, quand je dis invasion étrangère, c'est pas la couleur, la race, parce que tout de suite, ah ben, vous êtes raciste. Non, non, je suis pas raciste du tout. Mais moi, je suis pour l'amitié entre les peuples. Je suis humaniste et je suis chrétien. Dans le christianisme, saint Paul a dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni scythe. Nous sommes tous fils du même Dieu. Toutes les religions ne disent pas ça. Hein. Bon. Donc moi, je suis ouvert aux autres, mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'un autre rentre chez moi en tant qu'envahisseur. Et c'est ce qu'on observe avec la ghettoisation et surtout le communautarisme. Voilà. Et la devise des États-Unis à l'origine, c'était « e pluribus unum » en latin. Ça veut dire « de plusieurs, on fait un », c'est-à-dire le moule américain. Quelles que soient les origines, on devient américain. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ses origines, aller en voyage dans son pays d'origine, c'est très important, les origines. Bon. Mais si vous êtes américain, vous êtes américain, vous n'êtes plus arabe, ou que sais-je encore. Et donc, c'est ce qu'on appelle le communautarisme. Alors, on peut accepter le communautarisme à condition que ça se passe dans la paix sociale. En France, ce n'est pas le cas. Parce qu'en France, vous avez 1200 zones de non-droit, des zones de non-droit. C'est-à-dire que la République n'est plus respectée. Les policiers ne peuvent plus rentrer. Les pompiers se font caillasser. Voilà. Bon. Et même la justice, qui est le summum du droit, eh ben, vous avez un juge, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne rend pas à son propriétaire sa maison. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la fin d'une société, la fin d'une civilisation, et sa disparition face à l'agresseur et aux gens qui vont la remplacer. D'après vous, que peut-on faire pour résister à cette tendance? Vous m'avez dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien connaître l'histoire et pas seulement avaler ce qu'on nous raconte dans les journaux, qui est abus de propagande, enfin qui est propagande, et qui est abus de domestication des individus. Je rappelle que Solzhenitsyn, après avoir dit que les médias c'était troisième puissance, a dit que l'Occident était devenu émasculé. Il a dit ça il y a 30 ans, c'est-à-dire que les Occidentaux n'ont plus de réaction maintenant, ils sont sans réaction. Le monde est devenu très complexe et alors la solution, c'est d'être averti et surtout d'être courageux. Un grand historien, je sais plus, non, c'était Gustave Le Bon, un grand penseur de la fin du 19e, disait « Les peuples meurent, non pas par manque d'intelligence, mais par manque de courage. » Par manque de courage. Et ce monsieur de 85 ans qui est dans la rue, personne ne le défend et les gens ne se mobilisent pas. C'est scandaleux parce que son droit est bafoué. Et on parle des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, démocratie, droits de l'homme, patati patata. Ce monsieur, droit de la propriété, n'est pas respecté. Voilà. Et les gens ne se liguent pas. Par contre, quand il y a un feuilleton qu'on enlève de la télévision, voilà, quand Johnny Hallyday meurt, il y a eu des dizaines de milliers de motards qui ont suivi, c'est n'importe quoi, si vous voulez. Mais on détourne l'intérêt des gens vers des choses qu'ils n'en ont pas. Vous voyez, l'occidental était un soldat. Alors le soldat, ça ne veut pas dire forcément être sur un char et bombarder, mais c'est défendre ses intérêts. Et on peut les défendre en étant par la résistance, par la parole, par le vote. Et Solzhenitsyn a dit, face aux États-Unis, quand Berlin a été occupé, vous avez résisté, il n'y a pas eu de guerre. À Cuba, vous avez résisté, il n'y a pas eu de guerre. L'Occident n'existe plus. Et Brzezinski a dit, l'Europe maintenant, elle s'est reconstruite sur le plan de l'économie. Bon, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisqu'elle a un découvert. Tous les pays ont des dettes colossales.
des déficits publics, avec face à la mondialisation, on ne résiste pas, l'Europe ne nous défend pas, nos pouvoirs sont incompétents, sauf l'Allemagne, la Hollande et la Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Europe, vous le remarquerez. Voilà. Donc c'est de se défendre, de prendre conscience du mal, de se défendre, et pas de s'abrutir avec des jeux qui sont des divertissements d'esclaves. Pour moi, c'est des divertissements de gens soumis. Et c'est ce que cherchent à faire les gens qui imposent cette mondialisation et qui veulent, eux, gouverner au-dessus des nations. On est dans une dictature, c'est ce qu'on appelle le soft power. Vous voyez? Alors, le hard power, ben, c'est les canons, c'est l'armée, et le soft power, ben, le soft power, c'est toute la propagande qui est distillée à travers les médias, CNN, etc., qui appartient à des groupes. Donc les gens sont manipulés, et le plus grave, dans leur inconscient. C'est même pas au niveau de la raison. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Les gens sont responsables. Vous voyez? Parce qu'ils votent pour des gens, vous voyez, par exemple, le président Mitterrand, bon, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, mais il a fomenté un faux attentat contre lui, l'attentat à l'Observatoire. Bon, il a été condamné. Bon, les gens ont voté pour lui. C'est quand même étonnant qu'on vote. Monsieur Chirac, avec les affaires de l'Amérique, tous ces gens-là ont des affaires, les gens revotent pour eux. Et l'actuel président était conseiller de Monsieur Hollande, conseiller économique, ministre de l'économie de Monsieur Hollande. Alors, Monsieur Hollande, il a créé entre 500 et 700 chômeurs par jour pendant 5 ans. Bon, il y avait peut-être d'autres, peut-être voté pour d'autres personnes, mais les gens, alors, ils lisent l'équipe. Vous voyez, moi, je vois quand je prends l'avion. Quand même pas les ouvriers qui prennent l'avion. Ils lisent l'équipe, les femmes lisent Gala, Paris Match. Donc, il y a une espèce d'abrutissement général qui est voulu en haut lieu, si vous voulez. Vous voyez, d'abrutissement, ne réfléchissez pas, jouez, intéressez-vous au football. 3 présidents de la République aux obsèques de Johnny Hallyday. Est-ce que c'est pas l'exemple d'une infantilisation des gens? Totalement. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Chacun de nous. La révolution culturelle chinoise a coupé la racine de la culture traditionnelle chinoise. Et depuis, les Chinois, la plupart des Chinois, ne croient plus en rien. Les États-Unis sont vers le même chemin. Et la France? Ah bah, la France également. La France également. Je vous disais tout à l'heure que le président Chirac a été élu avec 17% des voix. Donc, si vous voulez, un président qui fait au premier tour 17%, c'est un président qui n'est pas reconnu. Voilà. Donc, les gens ne croient plus. Mais il n'y a pas que la politique. Il y a aussi croire dans les valeurs traditionnelles. Les valeurs traditionnelles, c'est le travail, c'est la famille. Donc, la famille est attaquée. Le mariage pour tous, et j'en passe. Vous voyez, on sent qu'il y a une attaque vraiment au nom de la liberté, mais la liberté extrême est aussi nocive que l'absence totale des libertés. Voilà. Donc il y a une déstructuration de notre société au profit d'intérêts étrangers et mondialistes. Voilà. Donc il faut reconstruire, mais c'est très difficile parce que nos dites élites sont courtisanes du système. Et il n'y a plus malheureusement d'opposition. Donc l'homme doit réagir individuellement, justement, au retour aux valeurs traditionnelles par la culture, la réflexion. Et justement, la Chine a un grand héritage, puisque moi, quand j'ai lu Confucius, et Confucius, c'est un des grands penseurs de l'humanité. Et c'est ça, pour moi, la grande humanité. C'est pas la parcellisation des nations, mais chaque nation a son identité propre qui fait une richesse. C'est comme dans la nature, vous avez des tas d'espèces d'animaux différentes, c'est ça qui fait la richesse. Mais il y a des valeurs qui sont mondiales, les grandes valeurs. Shakespeare anglais, il n'est pas anglais, c'est le monde, il appartient au monde. Confucius est connu dans tous les pays du monde. Bon, Confucius, Mozart, vous voyez, tous ces grands personnages. Avant de conclure notre interview, quel est votre message
pour les élites françaises, communistes et socialistes? Si elles sont communistes socialistes, pour moi, ce ne sont pas des élites. Déjà, ça ne peut pas être des élites, parce que élite, ça veut dire ce qui est supérieur. C'est de laisser leur place. C'est déjà de laisser leur place et c'est de faire un petit peu une autocritique, quand on explique, vous voyez, quand on explique que Trump a créé 7 millions d'emplois, j'ai lu un socialiste dans Le Monde qui a dit que c'était au début, hein, il en a créé 2 millions, 4 millions, 7 millions. Alors il y avait un artiste qui expliquait que ce n'était pas grâce à lui. Voilà, très bien. Par contre, quand il y a des socialistes qui créent du chômage, ben, ce n'est pas de leur faute non plus, vous voyez. Pour moi, ce sont pas malheureusement, ce ne sont pas des élites qui nous gouvernent. Ça, c'est un grand drame. Et les élites, on les cherche. Moi, je les cherche, les élites. Et je ne les trouve pas. Voilà. Alors, je pense que c'est des gens du peuple. Solzhenitsyn, quand il est allé aux États-Unis, il avait dit cherchez un homme autour de vous. Un peu comme Diogène avec sa lampe, qui avait une lampe en plein jour et il disait je cherche un homme. Ça veut dire un homme qui est fier, qui est honnête, qui est courageux. Je cherche un homme. Alors soyons autour de nous des hommes, que nos enfants soient formés et on pourra sauver le monde. Merci beaucoup, Monsieur Copé. Merci beaucoup, Madame Yin.